Depuis des mois, j'écoutais ma femme insulter ma famille presque tous les jours. Elle se moquait de mes parents, ridiculisait nos traditions et me rappelait constamment que bientôt, nous n'aurions plus besoin d'eux. Selon elle, une fois que l'héritage de mon père arriverait, nous serions ceux qui détiendraient tout le pouvoir. Ce qu'elle ignorait, c'est que mon silence n'était pas de la faiblesse. C'était de la patience. Car plusieurs mois plus tôt, lors d'une réunion privée avec l'avocat de mon père, j'avais appris quelque chose qu'elle ne soupçonnait même pas. Quelque chose caché au plus profond du testament. Une clause. Une clause que mon père avait rédigée des années avant sa mort. Une clause qui visait précisément les personnes qui tentaient de déchirer la famille. Et le pire pour elle, c'est que chaque insulte qu'elle prononçait était comptabilisée. Elle pensait humilier ma famille en toute impunité. Mais en réalité, elle se disqualifiait elle-même, en silence, de la fortune qu'elle croyait déjà acquise. Le jour où l'avocat ouvrit cette dernière enveloppe, je n'eus pas besoin de prononcer un seul mot. La vérité que mon père avait laissée derrière lui allait tout dire à ma place. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne Racines Africaines et reste avec nous pour plus d'histoires inoubliables remplies d'émotions, de secrets et de révélations inattendues. Le deuil a une façon étrange de rendre le temps lent et lourd. Les jours qui suivirent le décès de mon père semblaient enveloppés dans un épais brouillard. Les gens entraient et sortaient de la maison avec des voix basses et des regards compatissants, apportant des plats que nous touchions à peine et des histoires que nous avions déjà entendues 100 fois. Mon père était le genre d'homme dont la présence remplissait une pièce sans effort. Sans lui, le silence paraissait anormal. Les funérailles furent simples, exactement comme il l'aurait souhaité. La famille se serra les coudes, partageant des souvenirs et essayant de se soutenir mutuellement sous le poids de la douleur. Je me souviens d'être resté aux côtés de ma mère, regardant des proches que je n'avais pas vus depuis des années l'embrasser comme si le temps n'avait pas passé. Cela me rappelait à quel point mon père avait toujours tenu à garder la famille unie. Ce jour-là, mon épouse Aïcha se tenait aussi à mes côtés. Sur le moment, rien dans son comportement ne semblait inhabituel. Elle présenta ses condoléances polies à ma mère, parla doucement avec mes frères et sœurs, et garda son bras lié au mien pendant que nous saluions les invités. Quiconque nous regardait aurait pensé qu'elle était la partenaire parfaite et solidaire. Mais avec le recul, il y avait de petits détails que je n'avais pas remarqués à l'époque. La façon dont elle posait discrètement des questions sur le patrimoine de mon père, la manière dont ses yeux s'attardaient un peu plus longtemps quand on évoquait la réussite qu'il avait bâtie au fil des années. Rien de tout cela ne semblait alarmant sur le coup. Le deuil a cette capacité d'estomper les détails. Quelques jours après les funérailles, toute la famille se réunit dans le cabinet de l'avocat de mon père. C'était le genre d'endroit qui semblait figé dans une autre époque. Étagères en bois sombre remplies de livres de droit, épais tapis qui étouffaient les pas, et cette légère odeur de vieux papier dans l'air. Maman Akua était assise à mes côtés tandis que mes frères et sœurs occupaient les chaises le long du mur. Aïcha s'assit près de moi, calme et attentive. L'avocat, un homme qui avait travaillé avec mon père pendant des décennies, nous accueillit avec le professionnalisme discret de celui qui avait déjà vécu ce genre de moment plusieurs fois. Il expliqua que la plus grande partie de la succession avait déjà été structurée à travers des fiducies et des plans à long terme que mon père avait mis en place des années plus tôt. Mon père n'avait jamais été négligent, surtout pas avec l'argent et la famille. L'avocat lut plusieurs parties claires du testament. Certaines propriétés étaient déjà désignées, des protections financières étaient prévues pour ma mère, et des fonds à long terme avaient été prévus pour les futurs petits-enfants. Tout semblait organisé, réfléchi et prévisible. Puis l'avocat marqua une pause. Il mentionna qu'il existait certaines dispositions supplémentaires dans la succession qui seraient révélées plus tard, après une période d'attente. Il n'entra pas dans les détails, se contentant de dire que mon père avait choisi de structurer les choses avec soin pour garantir la stabilité de la famille. La plupart des personnes dans la pièce n'y prêtèrent pas attention. Mais avant que nous partions, l'avocat me demanda de rester un instant. Les autres sortirent dans le couloir, y compris Aïcha. Lorsque la porte se referma, l'avocat se rassit et ouvrit un dossier séparé qui n'avait pas fait partie de la réunion. Il me regarda longuement avant de parler. « Ton père te faisait confiance pour comprendre pourquoi il a fait ça, dit-il calmement. » Ces mots, à l'époque, je ne savais pas à quel point ils deviendraient importants. Le trajet du retour depuis le cabinet de l'avocat fut silencieux, mais pas du même silence lourd des jours qui avaient suivi les funérailles. Ce silence-là était différent, agité, presque impatient.
Je gardais les yeux sur la route tandis que la ville défilait lentement dans les embouteillages de l'après-midi. À côté de moi, Aïcha pensait déjà à l'avenir. Au début, ses questions semblaient anodines. Elle s'informait sur les propriétés mentionnées par l'avocat, sur les fiducies que mon père avait mises en place, sur le temps que prenaient habituellement ces démarches. Rien de déplacé en surface. Mais au fil des semaines, le ton changea. Ce qui avait commencé comme de la curiosité se transforma en quelque chose de plus tranchant. Les conversations sur ma famille commencèrent à prendre une tournure acérée qui n'existait pas auparavant. Un soir, lors d'un dîner chez ma mère en présence de ma petite sœur Nguessan, le changement devint impossible à ignorer. Ma mère avait préparé l'un des plats préférés de mon père, une tentative discrète de conserver un peu de familiarité dans la maison alors que tout semblait encore instable. Nous étions autour de la table quand Aïcha se cala dans sa chaise et regarda autour d'elle. « C'est intéressant, dit-elle d'un ton léger, comme tout le monde joue soudain à la grande famille heureuse quand il y a de l'argent en jeu. » La pièce devint silencieuse. Ma sœur baissa les yeux sur son assiette. Ma mère esquissa un sourire poli, de ce qu'on fait quand on veut faire semblant de ne pas avoir entendu quelque chose de gênant. Je sentis le moment suspendu dans l'air, attendant ma réaction. Mais je ne dis rien. Sur le coup, je me disais que tout le monde était encore en deuil. Je ne voulais pas déclencher une dispute dans la maison de ma mère, alors que le souvenir de mon père était encore présent dans chaque recoin. Alors je laissai passer le commentaire. Malheureusement, ce silence sembla envoyer le mauvais message. Au cours des semaines suivantes, les remarques devinrent plus fréquentes, d'abord petites. De petites piques sur la fréquence des appels de ma mère, des commentaires sarcastiques sur le travail de mon frère Yao, ou des plaintes sur les rassemblements familiaux qu'elle décrivait soudain comme épuisants. Puis les commentaires commencèrent à se faire devant tout le monde. Lors d'un autre dîner, elle éclata de rire quand mon oncle parla de la façon dont mon père avait travaillé dur pour bâtir son entreprise à partir de rien. « Bah, fit-elle avec un haussement d'épaules, certains ont de la chance. Ne faisons pas comme s'il avait inventé le monde. » Je vis le sourire de mon oncle s'effacer. Je restai silencieux. Elle le remarqua. En fait, elle semblait gagner en assurance à chaque fois que je ne répliquais pas. Le ton de sa voix commença à porter une certaine certitude, comme quelqu'un qui croit que l'avenir est déjà scellé. Un soir, alors que nous étions assis au salon, elle dit quelque chose qui rendit sa pensée parfaitement claire. « Quand tout sera réglé, dit-elle en faisant défiler des annonces sur son téléphone, nous n'aurons vraiment plus besoin de rester aussi proches de ta famille. » Je regardai l'écran qu'elle tenait. De grandes maisons dans d'autres régions, très loin. Elle ne remarqua pas la façon dont j'étudiais son expression à ce moment-là, car ce qu'elle ignorait, c'est que chaque mot qu'elle prononçait la rapprochait de quelque chose qu'elle n'avait même pas imaginé. Après que tout le monde eut quitté le bureau de l'avocat cet après-midi-là, le bâtiment sembla soudain beaucoup plus calme. À travers la porte vitrée, je pouvais voir ma famille rassemblée dans le couloir. Aïcha se tenait avec eux, faisant défiler son téléphone pendant que ma mère parlait doucement avec ma sœur. À l'intérieur du bureau, l'avocat referma le dossier de la lecture principale du testament et en prit un autre posé sur le côté de son bureau. « Cette partie, dit-il avec prudence, était destinée à ce que tu la comprennes avant tout le monde. » Il fit glisser le dossier vers moi, sans l'ouvrir tout de suite. Pendant un instant, il garda simplement ses mains posées dessus, comme s'il mesurait ce qu'il pouvait dire. « Ton père croyait très fortement que la richesse pouvait soit unir une famille, soit la déchirer, poursuivit-il. Il a passé des années à s'assurer que sa succession ferait la première chose. » Je hochai la tête, ne sachant pas trop où il voulait en venir. Puis il ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait un court document attaché à une lettre manuscrite que je reconnus immédiatement comme celle de mon père. Son écriture avait toujours été ferme et délibérée, chaque mot semblait peser. L'avocat tourna la page pour que je puisse lire une partie de la clause imprimée. Elle expliquait que la structure de l'héritage comportait une disposition comportementale, quelque chose que mon père avait discrètement ajouté des années plus tôt. Pendant une période suivant son décès, certains avantages liés à la succession resteraient conditionnels. Ces conditions n'avaient rien à voir avec l'argent, les décisions d'affaires ou la compétence financière. Elles avaient tout à voir avec le caractère. Toute personne directement liée à l'héritage qui démontrerait une cruauté répétée, de l'hostilité ou des tentatives de diviser la famille pourrait être exclue de tout avantage financier lié à la succession.
Le langage était calme et précis, rédigé comme seuls les avocats expérimentés savent le faire pour des choses qui ne peuvent pas facilement être contestées plus tard. Je levai les yeux du document. Tu es en train de dire que... Comment sais-je? L'avocat hocha lentement la tête. Ton père avait déjà vu des situations où des mariages, des partenaires ou des influences extérieures créaient des fractures dans les familles une fois que de gros patrimoines étaient en jeu. Il voulait des garde-fous. Je me calai dans le fauteuil, laissant l'information s'imprégner. Qu'est-ce qui compte comme de la cruauté? Demandai-je. C'est la partie que ton père avait également anticipée, répondit l'avocat. Il m'expliqua que certaines interactions, déclarations faites publiquement au sein de la famille, et schémas de comportement pouvaient être examinés pendant la période d'attente. Si quelqu'un tentait de manière répétée d'humilier ou d'isoler des membres de la famille, la clause permettait à la succession de se protéger. Il ne s'agissait pas de punir quelqu'un pour une mauvaise journée ou une seule dispute. Il s'agissait de comportements répétés. Avant que je quitte le bureau, l'avocat me remit la lettre de mon père. Je ne la lus que plus tard dans la nuit. La dernière ligne resta gravée en moi plus que tout le reste. L'argent doit renforcer les personnes que tu aimes. Si quelqu'un l'utilise comme raison pour les rabaisser, il a déjà montré qu'il n'a pas sa place à ses côtés. À l'époque, je pliai soigneusement la lettre et la rangeai. Je ne me doutais pas à quelle vitesse ces mots allaient commencer à se vérifier. Une fois que tu commences à remarquer quelque chose, il devient impossible de ne plus le voir. Après cette rencontre avec l'avocat, chaque conversation à la maison prit un poids différent. Je me surpris à écouter plus attentivement, me rappelant les termes exacts utilisés par mon père dans sa lettre et l'explication discrète de l'avocat. Comportement répété, pas un mauvais moment isolé, pas un malentendu. Au début, les commentaires continuèrent comme avant, assez anodins pour qu'on puisse faire semblant que tout allait bien. Mais avec le temps, la retenue qu'Aïcha avait montrée en présence de ma famille disparut complètement. Lors d'un déjeuner dominical chez ma mère, elle était assise à table, faisant défiler son téléphone pendant que mon frère Yao parlait d'un projet sur lequel il travaillait. Il avait toujours été fier de son travail, même s'il ne payait pas beaucoup. Elle leva les yeux au milieu de son récit et éclata de rire. « C'est bien que tu aimes ça, » dit-elle en penchant légèrement la tête. Mais soyons honnêtes, une fois que tout sera réglé avec la succession, Yao n'aura plus vraiment besoin de rester attaché à tout ça. La pièce redevint silencieuse. Mon frère ne protesta pas. Il hocha simplement la tête lentement et baissa les yeux sur son assiette. Ma mère tenta de changer de sujet, mais la chaleur qui remplissait habituellement ces rassemblements avait déjà disparu. Sur le chemin du retour, elle ne sembla rien remarquer d'anormal. En fait, elle paraissait plus confiante que jamais. Quelques semaines plus tard, nous assistions à un petit rassemblement familial chez ma tante. C'était la première fois que la plupart des membres de la famille élargie se retrouvaient depuis les funérailles. Chacun essayait à sa manière de ramener un peu de normalité. Mais au milieu de la soirée, la conversation glissa sur les souvenirs de mon père et les années qu'il avait passées à bâtir son entreprise. C'est là qu'elle lâcha. « Je suppose que nous devrions tous être reconnaissants, » dit-elle avec un haussement d'épaules. Parce que si Kofi hérite ne serait ce que de la moitié de ce que les gens imaginent, aucun de nous n'aura plus à supporter ces dîners de famille embarrassants. Quelqu'un laissa tomber un verre dans la cuisine. Personne ne rit. Je me souviens d'avoir observé les expressions autour de la pièce. La déception silencieuse de ma tante, mon cousin fixant le sol, ma mère forçant un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Et pourtant, je ne dis toujours rien. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce qu'à ce stade, je savais déjà quelque chose qu'elle ignorait. La clause écrite par mon père ne reposait pas sur des rumeurs ou des émotions. Elle dépendait de schémas de comportement qui pouvaient être clairement démontrés avec le temps. Chaque remarque de ce genre ajoutait un fil supplémentaire au même motif. Ce soir-là à la maison, elle était de très bonne humeur. Elle parlait de projets de voyage, de nouvelles maisons dans d'autres villes, et de la liberté que cela représenterait une fois que toute la paperasse serait terminée. À un moment, elle me regarda et rit doucement. « Tu es drôlement silencieux sur tout ça, » dit-elle. Je soutins son regard un instant. Elle pensait que mon silence signifiait qu'elle contrôlait l'avenir. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'à ce moment-là, l'avenir avait déjà commencé à se refermer sur les choix qu'elle faisait. Le jour de la réunion finale arriva discrètement, presque sans éclat.
Des mois s'étaient écoulés depuis la première lecture du testament, et la période d'observation que mon père avait prévue était enfin terminée. Le même cabinet d'avocats accueillit à nouveau la réunion. Les mêmes étagères en bois sombre, le même silence lourd qui s'installait quand des affaires sérieuses allaient être traitées. Cette fois, l'ambiance était différente. Maman Akua était assise à côté de ma sœur, les mains calmement posées sur ses genoux. Mon frère Yao se cala dans son fauteuil, observant la pièce avec la patience prudente qu'il avait développée ces derniers mois. Quelques membres de la famille élargie avaient été invités comme témoins, comme l'avocat l'avait demandé. Aïcha arriva avec une assurance impossible à manquer. Elle s'était habillée avec plus de soin que d'habitude ce matin-là. Ce genre d'élégance discrète que l'on choisit quand on croit s'apprêter à entrer dans un nouveau chapitre de sa vie. Sur le chemin, elle n'avait pas arrêté de parler du soulagement qu'elle ressentirait une fois tout finalisé. « Ça fera du bien d'enfin avancer », avait-elle dit pendant que nous nous garions devant l'immeuble. Je n'avais pas répondu. À l'intérieur du cabinet, tout le monde s'installa pendant que l'avocat passait en revue quelques formalités liées à la succession. Transfert de propriété, structure de fiducie, protection financière à long terme pour la famille. Puis il tendit la main vers une enveloppe scellée posée sur le coin de son bureau. Même avant qu'il ne l'ouvre, je sentis la pièce se figer. Ce document, dit-il calmement, contient une clause supplémentaire rédigée personnellement par votre père. Elle devait rester scellée jusqu'à la fin de la période d'observation de la succession. Je sentis Aïcha se redresser légèrement à mes côtés. L'enveloppe s'ouvrit avec un léger bruit de papier déchiré. L'avocat déplia le document et commença à lire. Le langage était formel, mais le sens était limpide. Mon père avait inclus une disposition destinée à protéger l'unité de la famille après sa mort. Toute personne directement liée à l'héritage qui aurait démontré un schéma constant de cruauté, d'humiliation ou de tentative de division de la famille pendant la période d'attente pouvait être exclue des avantages financiers liés à la succession. Pendant un instant, personne ne réagit. Puis l'avocat poursuivit. Au cours de la période d'observation, plusieurs incidents ont été documentés lors de rassemblements familiaux et d'événements partagés. Des déclarations faites publiquement envers des membres de la famille, des remarques répétées qui démontraient une hostilité claire envers la structure familiale que mon père avait passé sa vie à construire. L'expression d'Aïcha changea lentement. La confusion laissa place à quelque chose de beaucoup plus tranchant. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement » demanda-t-elle, la voix tendue. L'avocat ne haussa pas le ton. Il continua simplement sa lecture. D'après le schéma de comportement documenté, la clause avait été activée. En conséquence, elle était formellement exclue de tout intérêt financier lié à la succession. Le silence dans la pièce fut total. Elle se tourna alors vers moi, cherchant sur mon visage quelque chose, de la colère, peut-être, ou du soutien. Mais je restai simplement assis là. L'avocat termina par une dernière phrase tirée de la lettre de mon père. L'argent doit renforcer les personnes qui se respectent. Quiconque essaie de l'utiliser pour briser ce lien a déjà montré qu'il ne le mérite pas. Pour la première fois depuis le début de tout cela, elle n'avait plus de mots. Et l'avenir dont elle était si certaine disparut en un seul instant silencieux. Merci d'avoir regardé. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi à Racines Africaines pour plus de contenu comme celui-ci. Like et partage si tu veux voir davantage. Laisse un commentaire et dis-moi ce que tu en penses. À la prochaine.